Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Karl Fabrice Chevanne, je travaille chez HR Conseil où je suis senior manager en charge de l'offre Talent Management qui s'appelle Next, dont le petit logo est un colibri comme vous pouvez voir sur votre écran. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un webinaire qu'on a intitulé Dans quelle mesure peut-on digitaliser l'expérience collaborateur ? Donc voilà, on va pouvoir démarrer. On prendra des questions plutôt à la fin. On laissera 5 minutes à la fin pour que vous puissiez éventuellement poser des questions et échanger plus directement. Donc on va démarrer. Alors, en petit sommaire, on va d'abord traiter rapidement des enjeux de la transformation digitale pour mettre tout ça en contexte, et puis on rentrera plus précisément dans ce que c'est que l'expérience collaborateur, qui pour moi est au cœur des nouveaux enjeux RH. On va examiner ensuite ce que la tech RH peut apporter, autrement dit, qu'est-ce que la technologie peut apporter par rapport à l'expérience collaborateur. C'est toute la question de dans quelle mesure on peut digitaliser. Et puis, je conclurai sur ce point en vous présentant deux points synthétiques pour que voilà, vous ayez notre vision du sujet. Alors, au début était l'Internet. Et évidemment, tout ça a complètement chamboulé la façon de travailler des RH et les possibilités qu'on avait de travailler l'expérience collaborateur. Donc, au commencement était l'Internet. Vous avez ici une frise sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais vous voyez que l'Internet a été ouvert au début des années 90 au public et que depuis, beaucoup de choses ont évolué, depuis les réseaux sociaux, la blockchain, l'URGPD et évidemment l'intelligence artificielle et je passe les aspects technologiques en termes d'accès réseau et notamment la 5G. Peut-être retenir un point simplement, c'est qu'aujourd'hui, le premier moyen d'accès à Internet en France, et ça depuis maintenant 4 ans, c'est le mobile. Voilà. Donc, au début était l'Internet, et évidemment, les RH se sont digitalisés, autrement dit, elles se sont équipées d'abord sur la paye, ensuite sur la GA, la gestion administrative, et puis le premier domaine du talent management qui a été digitalisé, c'est le recrutement. Et comme vous voyez, on n'est pas encore complètement équipé. La gestion des talents est même encore minoritaire, en tout cas pour les chiffres qui datent de 2021. Alors, digitalisation, numérisation, très rapidement, numérisation, c'est vraiment un terme plus technologique qui s'oppose à l'analogique, alors que l'aspect digitalisation maintenant est devenu quelque chose de beaucoup plus large qui dépasse l'aspect technologique. Et par exemple, on parle d'économie digitale, de culture digitale, de transformation digitale, et bon, à part l'art qui peut être à la fois numérique et digital, mais vraiment le terme qui s'impose, c'est la digitalisation. Autrement dit, dès que les interfaces sont devenues tactiles, et notamment sur les téléphones, aussi les tablettes, on est sur une logique de digitalisation. Donc évidemment, vous avez compris, la digitalisation est devenue un sujet majeur pour l'ensemble des entreprises. Et bien entendu, la question du Covid a fortement accéléré ça pour des raisons évidentes et que vous connaissez tous. Malgré ça, une forte digitalisation, les défis des RH restent quand même majeurs. Et peut-être le chiffre le plus frappant, c'est que, vous connaissez sûrement cette enquête Gallup, qui date un petit peu maintenant, mais qui n'a pas changé fondamentalement, sur l'engagement des collaborateurs, qui est de 6% en France, qui est quand même extrêmement faible. Autre chiffre que vous connaissez aussi, qui est une tarte à la crème, que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore, c'est pas complètement neutre, c'est pour ça que je le rappelle. Et peut-être le chiffre le plus important, c'est qu'aujourd'hui, 50% des collaborateurs depuis 2020 en France sont des digital natives, ce qui est extrêmement important, puisque, en fait, évidemment, l'expérience collaborateur est fortement dépendante des générations. Et évidemment, le fait d'avoir une génération qui soit digital native n'est pas neutre, puisqu'il y a des attentes qui sont assez différentes, avec des collaborateurs qui vivent dans un environnement naturellement digital, j'ai envie de dire, qu'avec des collaborateurs qui, comme moi, ont découvert l'Internet au tout début de leur carrière. Et donc, pour moi, le collaborateur, c'est évidemment au centre des enjeux RH de la transformation digitale. La première, c'est peut-être d'apporter de l'agilité, donc de construire une organisation agile et notamment ce qu'on appelle le digital workplace,
c'est-à-dire en fait l'espace de travail digital qui doit être mobile et collaboratif. C'est pour ça que je vous indique au départ qu'aujourd'hui, le premier moyen d'accès à Internet, c'est le mobile. Le deuxième enjeu, c'est évidemment l'attraction, d'être capable d'attirer les collaborateurs. Et donc là aussi, il y a toute une série de façons de faire qui a changé, et notamment en termes de sourcing et d'expérience candidat, puisque l'expérience candidat, pour moi, fait partie de l'expérience collaborateur. C'est la première partie, le début de l'expérience collaborateur, et qui se termine par le onboarding pour ce qui concerne l'expérience candidat au sens strict. L'engagement, vous l'avez compris, j'ai rappelé ce chiffre, mais mobiliser et fidéliser les collaborateurs, c'est évidemment un enjeu central. Là aussi, avec des enjeux d'automatisation des managers et surtout de faire des collaborateurs des acteurs de leur développement. Et ça, c'est un point fondamental puisque c'est une attente forte des générations et notamment de la génération qu'on va appeler digital native, qui en fait en regroupe deux, mais peu importe. Le développer les compétences, donc ça c'est évidemment un grand classique, mais là aussi il y a des choses nouvelles que permettent les outils numériques, et donc en termes d'expérience collaborateur, on a une donne qui a quelque peu changé, sans parler de ce qu'on peut faire avec l'exploitation des data, que ce soit par le corps RH, voire dans une logique plus profonde sur ce qu'on peut utiliser comme intelligence artificielle, et notamment pour faire du prédictif. En tout cas, les grands enjeux, vous avez là, ils sont relativement classiques. Simplement, la donne change. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que au centre de ces enjeux, évidemment, vous avez le collaborateur, puisque c'est le collaborateur qui est quand même la ressource principale des entreprises, ça va de soi. Et donc, ce petit logo du collaborateur avec sa rombasse en termes de cerveau, vous allez voir, je vais développer ça un peu plus tout à l'heure, c'est pour moi vraiment le symbole de ce qu'est aujourd'hui un collaborateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà dans un monde digital en dehors du monde professionnel, et c'est ça qu'il faut jamais oublier. Donc l'expérience collaborateur, vous l'avez compris, pour moi c'est au cœur des nouveaux enjeux RH. Et alors, toute la question est de savoir qu'est-ce que c'est que l'expérience collaborateur. Alors, pour définir quelque chose, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais commencer par définir ce que ça n'est pas. Ce n'est pas l'UX, c'est-à-dire l'user experience, c'est-à-dire l'expérience que peut avoir un utilisateur quand il utilise un logiciel. Donc évidemment, c'est un point très important quand on développe les logiciels et que les éditeurs mettent ça en place. Ils ont toujours une dimension où ils sont très attachés à cette expérience que peuvent avoir les utilisateurs quand ils utilisent leur logiciel, mais évidemment, ce n'est pas, et ça ne résume pas l'expérience collaborateur. De la même façon, le travail hybride, qui est un mélange de travail en présentiel et en distanciel, donc en télétravail, ça fait partie de l'expérience collaborateur, mais ça non plus, ça ne la définit pas. Même chose pour la qualité de vie au travail. C'est une notion, alors pour le coup, qui est beaucoup plus large et qui inclut l'expérience collaborateur, qui n'est qu'une partie de l'expérience collaborateur. Donc l'image à droite sur l'user experience et le design est là pour vous rappeler que effectivement l'expérience collaborateur, c'est quelque chose qui dépasse largement ce que les éditeurs appellent l'expérience utilisateur. Alors la première chose peut-être, c'est repartir de l'essentiel, c'est-à-dire quels sont les besoins des collaborateurs. Le premier besoin d'un collaborateur, en fait, et peut-être même d'un individu, c'est le besoin de sécurité psychologique. C'est-à-dire pour l'individu, un collaborateur en l'occurrence, de pouvoir sentir qu'il peut être lui-même, qu'il peut s'exprimer et qu'il peut prendre des initiatives sans conséquences négatives. Donc la confiance, c'est vraiment le point central, la confiance en soi, la confiance dans les autres et la confiance en l'organisation. C'est un des premiers besoins qu'on appelle le besoin de sécurité psychologique. Et ensuite, un deuxième besoin qui est celui de la considération humaine, c'est-à-dire tout simplement que les gens soient considérés comme des êtres humains et non pas comme une ressource au sens ressources humaines pure, comme étant un pion qu'on peut déplacer. C'est vraiment des choses aujourd'hui absolument fondamentales, qui sont fondamentales pour tout le monde, mais qui sont d'autant plus fortes aujourd'hui, et notamment dans le troisième point, qui est le besoin de sens. Et ça, c'est probablement ce qui change complètement la donne avec les digital natives, et plus encore que jamais depuis les épisodes de Covid. Et donc, cette recherche du sens, en fait, détermine beaucoup de choses. L'engagement, évidemment. Ils veulent être autonomes et responsables. Ils aiment travailler de façon collaborative. Et si on peut, en plus, que ce soit sympathique et agréable, c'est encore mieux. Ils souhaitent être acteurs de leur développement
et là aussi avoir quelque chose où ils ont un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc, vous voyez que les attentes de cette génération, donc, qui est née, disons, depuis 1985 et après, est évidemment absolument fondamentale pour comprendre ce qu'on peut espérer de l'expérience collaborateur et comment on peut plus ou moins digitaliser ça. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce besoin de sécurité psychologique et de considération, évidemment, il est commun à tous. Le besoin de sens aussi, mais il est particulièrement développé dans les nouvelles générations qui, je le rappelle, sont devenues majoritaires. Alors, l'expérience collaborateur, c'est quoi? Je n'ai pas inventé la roue, hein, ça a été très bien défini. Donc, l'expérience collaborateur, c'est ce qui désigne l'ensemble des interactions et des expériences vécues, et j'insiste lourdement sur expériences vécues, par un collaborateur au sein de l'entreprise. Et ça, évidemment, dans ses moments clés, mais aussi dans son quotidien professionnel. Et encore une fois, depuis son recrutement jusqu'à son départ, et peut-être même avant son recrutement, c'est-à-dire à partir du moment où il commence à avoir un premier contact avec l'entreprise et qu'il commence à se dire, tiens, j'aimerais bien travailler avec telle ou telle entreprise, et qui commence à se renseigner. En général, on le fait par Internet, on regarde le site web, on regarde comment ça se passe, on regarde les offres d'emploi, et on commence à se faire une petite idée de l'entreprise dans laquelle on a envie potentiellement de travailler. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment une question d'expérience vécue, et ça, c'est fondamental. Donc c'est la somme des ressentis du salarié dans sa situation de travail. C'est une définition que j'ai mis les sources en bas, que je trouve très bonne. Ce qui est peut-être plus, comment dire, j'ose pas dire important, mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'expérience collaborateur, elle est relative. Et c'est une des difficultés de la question, c'est que évidemment, chacun collaborateur est unique, et donc évidemment, il a une expérience qui lui est propre, qui n'est pas nécessairement celle de son voisin ou celle de ses collègues. Et non seulement chacun a une expérience unique, mais en plus, cette expérience, elle évolue au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire, vous pouvez très bien avoir une bonne image dans une entreprise, et puis le onboarding est absolument désastreux, et déjà, vous avez une expérience collaborateur qui est mauvaise. Donc, il ne faut jamais oublier ça, que si c'est un travail que vous devez faire en termes d'entreprise pour assurer une expérience collaborateur qui soit maximale, pour autant, il est très difficile d'avoir 100% de satisfaction, parce que chacun vit les choses comme il est, et même ça peut varier en fonction de toute une série de critères qui sont propres aux individus. Donc, jamais oublier cette dimension relative et évolutive. Alors, l'expérience collaborateur, elle est évidemment influencée par toute une série de choses. Et là aussi, il y a la vie personnelle et puis la vie professionnelle. C'est deux choses différentes. Je vous renvoie à cette étude de Gartner pour ceux qui sont anglophones. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la culture, la stratégie, les valeurs de l'entreprise sont évidemment centrales, mais l'employé, il a aussi ses propres valeurs, il a aussi ses propres responsabilités, et puis il a aussi son propre plan de carrière ou pas, ses propres ambitions. Et donc, c'est là toute la difficulté, c'est qu'il faut allier ces deux aspects, personnels et professionnels. Et comme vous l'avez compris, encore une fois, j'insiste peut-être un peu lourdement, c'est effectivement très important pour les générations digitales. Donc, j'ai mis ici quelques illustrations pour vous amuser un peu, mais j'ai 5 minutes qui veut faire son entretien. Bon, typiquement, évidemment, ce n'est pas l'expérience collaborateur idéale. Ou, même chose, détrompez-vous, Monsieur Martineau, votre épanouissement personnel ne dépend pas de l'augmentation. Ah bon, j'avais cru répondre le collaborateur en question. La même chose, évidemment, ça va de soi. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une bonne rémunération pour avoir une expérience collaborateur qui soit bonne, ça va de soi. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui pensent que c'est suffisant, ce qui est évidemment pas le cas. L'expérience collaborateur, en fait, elle est hybride et elle est aussi, ce qui est intéressant, mesurable. Donc, en fait, chaque individu a une expérience numérique, ou là j'ai mis numérique, mais j'aurais pu mettre digital, qui commence dès le départ avec le moment où il commence à s'informer de l'entreprise sur potentiellement qui l'a contacté ou qui l'intéresse. Quand il commence à postuler, les premiers entretiens. Donc, cette expérience candidat, aujourd'hui, mis à part les entretiens qui sont évidemment plus ou moins physiques, elle est essentiellement numérique, en tout cas dans son départ. Et puis ensuite, il devient collaborateur. Et là, l'expérience numérique qu'il peut avoir, d'abord, elle doit être mobile et collaborative. Mobile, ça veut dire que ça doit être, il doit pouvoir faire ça depuis chez lui, sur son téléphone, sa tablette, son ordinateur.
et qu'elle doit être collaborative, c'est-à-dire qu'il doit avoir les outils collaboratifs qui lui permettent de travailler avec ses collègues à distance, alors que ça s'appelle Slack, que ça s'appelle Teams, peu importe, mais évidemment aujourd'hui, c'est quand même la base des outils qu'on doit fournir à un collaborateur pour avoir une vraie expérience de travail digital. Et puis, ça ne s'arrête pas avec l'expérience collaborateur en tant que telle, c'est-à-dire le moment où il est dans l'entreprise. Ça continue après. Il y a un offboarding. Et puis, il y a potentiellement des approches de cooptation, des logiques d'alumni, et faire que vos anciens collaborateurs soient aussi les ambassadeurs de votre marque employeur, entre autres, mais continuer à diffuser une bonne image, et donc que vous enclenchiez un cercle vertueux entre le candidat, le collaborateur, les alumni. Et vous connaissez peut-être ce phénomène qu'on appelle de recrutement boomerang, et qui est aussi un aspect intéressant. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que donc vous avez deux types d'expériences, toujours la même chose, hein, l'expérience numérique et l'expérience physique. Et c'est à chaque entreprise d'arriver à mesurer qu'est-ce qu'elle veut faire en physique, qu'est-ce qu'elle veut faire en numérique. Et tout ça, évidemment, ça n'a de sens que si c'est en cohérence avec la stratégie globale de l'entreprise en termes de stratégie de RH, que ce soit pour les parties attirer, recruter ou intégrer, donc en amont, et que ce soit dans l'entreprise, que ce soit l'engagement, le développement des gens, l'évaluation, et y compris leur départ. Et je le redis, ça ne s'arrête pas à la sortie de l'entreprise. Donc, toute la question est comment est-ce qu'on met le curseur entre plus ou moins d'expérience numérique ou physique ou présentielle, et en tout cas que tout ça soit en cohérence avec la stratégie de votre entreprise. Alors, expérience collaborateur, vous connaissez probablement ces chiffres, hein, mais les bénéfices sont démontrés, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs. Vous voyez ici quelques chiffres sur le fait que vous avez des clients qui sont plus contents, que vous atteignez plus facilement vos objectifs financiers, tout simplement parce que dès que vous avez une expérience collaborateur qui est bonne, l'engagement est renforcé, la performance globale de l'entreprise est meilleure, votre attractivité augmente fortement, et puis les collaborateurs sont heureux, et ce simple principe d'être heureux dans son travail change absolument la donne. Inversement, si vous avez une mauvaise expérience collaborateur, pour le coup, c'est le cercle vicieux dans notre sens, et vous avez évidemment des frustrations, une démotivation, un désengagement, une performance, qu'elle soit individuelle ou collective, qui baisse, une marque employeur qui se dégrade petit à petit et des difficultés à recruter, et là, évidemment, absentéisme, augmentation du turnover, et on tombe dans le cercle vicieux qui est évidemment très difficile à stopper. Alors, une fois qu'on a dit ça, la digitalisation de l'expérience collaborateur, curieusement, elle est encore faible. Et donc, il y a une étude là qui est sortie en 2022 du baromètre national d'expérience collaborateur, vous pouvez trouver sur Parlons RH, qui est complètement public et où le constat est relativement sévère sur le fait que les entreprises, vous voyez, je l'ai mis ici en gras, sont dramatiquement sous-équipées en matière de digitalisation qui sont orientées expérience collaborateur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut apporter? Vous avez ici à gauche quelles sont les solutions que vous pouvez utiliser. Donc, évidemment, le onboarding, la qualité, le bien-être et la qualité de vie au travail, permettre aux collaborateurs de faire part de leur ressenti. Donc, ça, c'est tout ce qu'on peut faire en termes d'enquête et autres, qui est un outil très utile. La marque employeur. Et puis, le reste, c'est vraiment une politique RH qui doit être, évidemment, encore une fois, en cohérence. Et c'est ça peut-être le plus important avec ce que vous proposez en termes d'outillage. Alors, qu'est-ce que la tech? Qu'est-ce que ce qu'on appelle la tech RH peut vous apporter dans ce contexte? Alors, j'ai choisi ici un certain nombre de domaines sur la formation d'expérience collaborateur. Et donc, évidemment, par exemple, sur la formation, c'est assez frappant. On est passé d'une logique de classe traditionnelle en présentiel à une logique qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la learning experience, c'est-à-dire l'expérience apprenante, avec des tas d'outils qui ont permis de développer, certes, la gestion du contenu, le partage du contenu, mais qui va de plus en plus vers un travail et des plateformes qui vous permettent de créer de façon collaborative l'ensemble de vos contenus et surtout d'avoir une vraie expérience en termes d'apprentissage avec une expérience utilisateur qui soit optimisée. Et aujourd'hui, il y a toute une série de choses qui n'existaient pas il y a encore 10-15 ans. Et par exemple, ce qu'on appelle le social learning,
avec l'idée, encore une fois, que la collaboration est absolument fondamentale. Et donc là, vous avez des outils qui vous permettent de gérer toute une série de choses. Évidemment, je ne donne pas de nom, mais vous avez des tas d'outils qui permettent de gérer aussi bien la learning experience que vraiment ces plateformes collaboratives. Ce qu'il faut peut-être retenir de ça, c'est que, comme vous le savez probablement, en termes de formation, vous avez un modèle qu'on appelle 10-20-70. Les 10%, c'est la façon traditionnelle d'apprendre, donc la classe présentielle. Le 20%, c'est ce qu'on apprend avec ses pairs, ses collègues, éventuellement ses mentors. Et puis, en fait, 70% de l'apprentissage se fait de façon informelle. Et donc, c'est évidemment un chiffre très frappant. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez toute une série d'outils qui vous permettent, avec ces plateformes donc de Learning Experience Platform, LXP, qui sont des plateformes qui sont pensées pour les apprenants, qui sont personnalisées et qui vous permettent, via la gamification, via la création de contenu collaboratif, via l'adaptive learning avec l'intelligence artificielle, qui vous permettent de pousser du contenu vers chacun de vos collaborateurs de façon personnalisée. C'est là-dessus que se joue la vraie expérience, disons, apprenante pour les collaborateurs, et non pas simplement de continuer à faire des classes de façon traditionnelle, qu'elles soient d'ailleurs présentielles ou pas, ou simplement compter sur les pairs. Donc, cette idée de... Il y a des outils qui permettent d'aller vers ces 70% d'apprentissage de façon informelle et donc de façon collaborative. C'est probablement là qu'en termes de formation, on a des outils qui peuvent vous apporter un maximum et qui peuvent permettre à vos collaborateurs d'avoir une vraie expérience apprenante. L'autre domaine, c'est le recrutement, qui pour le coup a été relativement précurseur, puisque par nature, il est tourné vers l'externe et aussi quelque part vers l'interne. Donc là, il y a quelques évolutions intéressantes. On peut aujourd'hui, grâce à des outils qu'on appelle de Candidate Relationship Management, être capable de cibler des candidats qui sont passifs. Et là encore, c'est un pur hasard, mais 70% du marché de l'emploi, en fait, est constitué de candidats passifs. Donc évidemment, quand on a des difficultés de recrutement, pouvoir cibler, avoir un marketing RH qui soit ciblé de façon intelligente via des outils de programmatique qui permettent de cibler vos publics et de suivre l'impact que vous avez auprès de ce public-là, c'est évidemment fondamental. Et là aussi, évidemment, en termes d'expérience, recevoir un contenu ciblé et intelligent par rapport à ce que je suis, moi, collaborateur, ou ce que je pourrais avoir envie de faire, évidemment, ça change complètement la donne. Et donc, vous pouvez là attirer des gens de façon très différente que simplement poster une offre d'emploi et attendre passivement qu'on vous réponde. Donc, cette capacité à personnaliser aussi le parcours de candidature, c'est aussi des choses intéressantes, qui fait qu'aujourd'hui, tous les ATS, autrement dit les outils de recrutement, vous permettent de faire du sur-mesure en termes d'expérience candidat. Ça peut être de la vidéo, ça peut être des tests en ligne, ça peut être même des tunnels ou des funnels pour viser des populations ciblées. Quand vous avez typiquement, quand vous postulez sur un site web, vous pouvez très bien avoir, en fonction des postes que vous cherchez à pourvoir, des expériences qui sont différentes et qui sont différenciées par rapport aux postes que vous cherchez à pourvoir. Et puis, il y a toute une série de fonctionnalités, les prises de rendez-vous en ligne, les chatbots, etc., etc. Et même des outils qui permettent de prendre en compte, de vous aider à rédiger vos offres d'emploi pour éviter tous les biais, notamment les biais de genre. Il y a des outils qui existent, qui fonctionnent relativement bien sur ces questions-là. Enfin, on a les premières applications matures d'intelligence artificielle, notamment sur ce qu'on appelle le matching, c'est-à-dire le rapprochement entre les offres et les compétences pour les candidats et d'ailleurs aussi pour les collaborateurs en termes de mobilité interne. Et enfin, ça peut sembler surprenant, mais il ne faut pas oublier tous les aspects réglementaires. Vous avez compris, la nouvelle génération, évidemment, est aussi très attentive à ce qu'on fait de ces données. Et le fait que la GDPR soit bien gérée, qu'il y ait bien des consentements, que vous puissiez communiquer sur le fait que vous pouvez récupérer vos données, il y a un délai de rétention et que quand ce délai de rétention arrive à échéance, vous soyez capable d'envoyer automatiquement des mails et dire à vos candidats qui sont dans vos viviers, on fait attention à vos données, la façon dont vous gérez vos cookies, tout ça, évidemment, fait partie de l'expérience collaborateur et c'est pas du tout à négliger, c'est même fondamental.
il y a des candidats qui sont, enfin même la plupart des candidats sont extrêmement attentifs à ça. Et j'ai même ajouté l'accessibilité. Alors l'accessibilité, c'est quoi? C'est la capacité, quand on a des déficiences visuelles ou auditives ou autres, à pouvoir quand même naviguer sur un site web. Et là, évidemment, ça devient obligatoire d'abord dans un premier temps pour tout ce qui est organisme public, mais c'est en train de se répandre. Et évidemment, cet aspect accessibilité n'est pas neutre quand vous êtes capable d'accueillir l'ensemble des candidats qui pourraient passer par l'Internet pour répondre à vos offres. Donc l'expérience candidat, le temps passe extrêmement vite. C'est la même logique, hein. Elle est évidemment hybride. Vous avez le candidat potentiel, vous avez le candidat en lui-même, et puis après, évidemment, la suite sur le collaborateur. Donc là, il y a toute une stratégie qu'on appelle d'inbound marketing, de pouvoir cibler encore une fois les candidats passifs. Vous avez aussi tout ce qui concerne le fait que quand on s'informe sur l'entreprise, vous avez des avis qui sont publics, par exemple sur Glassdoor, que vous pouvez aller voir. Vous avez aussi toute la communication sur LinkedIn. Et évidemment, tout ça est regardé. La moindre, information négative, évidemment, impacte l'expérience candidat, ça va de soi. Je passe le site carrière, mais là pareil, hein, la façon dont vous gérez le contenu sur votre site web, la façon dont vous avez des moteurs de recherche, vous proposez un parcours de candidature, fournir des services aux candidats, leur fournir du contenu de façon ciblée et intelligente, tout ça participe de l'expérience candidat. Et évidemment, encore une fois, tout ça est mesurable. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans les outils numériques, c'est que vous pouvez très bien mesurer l'impact qu'ont vos contenus, l'impact de la façon dont vous avez géré designé vos process de candidature. Tout ça impacte directement l'expérience candidat. D'ailleurs, je parle là d'expérience candidat, mais ça vaut exactement la même chose pour l'expérience collaborateur dans une logique de mobilité interne. Alors, j'avais écrit ça avant ChatGPT, mais est-ce que l'intelligence artificielle est l'avenir de l'expérience collaborateur? Donc, j'aime beaucoup cette caricature du chat, que vous connaissez probablement. Donc oui, aujourd'hui, et encore plus avec ChatGPT qui est arrivé, qui est de la capacité, qui sont des images génératives qui nous permettent de générer du texte ou des images, mais aujourd'hui, il y a déjà des choses qui ont été faites, et les premiers cas d'usage, vous l'avez compris, ont été faits sur le recrutement, mais sur la formation, c'est ce que je disais sur l'adaptive learning, sur le matching des offres et des profils de candidats et collaborateurs, et sur la gestion des compétences. Aujourd'hui, pour être la nouvelle approche, c'est plus d'avoir des référentiels de compétences, c'est de compter sur une ontologie que fournissent les éditeurs, et à partir de là, qui analyse les profils de vos collaborateurs pour pouvoir leur pousser, là aussi, du contenu de façon ciblée et intelligente. Les chatbots, d'ailleurs, la plupart ne sont pas motorisés, entre guillemets, par l'intelligence artificielle, mais c'est aussi quelque chose qui peut aider fortement. Vous avez aussi peut-être, pour certains d'entre vous connaissez ça, ce qu'on appelle des outils de Digital Adoption Platform. Donc, c'est des outils qui sont pas très difficiles à installer. Il y a plusieurs éditeurs là aussi dans ce domaine, mais qui sont des aides directes qui se pluguent sur les logiciels et qui permettent d'avoir des guides utilisateurs, des procédures, des aides contextuelles, des didacticiels, et là qui ont un impact assez fort en termes d'expérience collaborateur, qui permettent de réduire le temps d'apprentissage, qui permettent d'accélérer le temps de onboarding, et puis surtout de réduire les erreurs, et qui permettent en fait aux collaborateurs d'avoir une adoption, comme le nom l'indique, beaucoup plus forte des différents outils digitaux que vous pouvez leur mettre à disposition. Donc vous l'avez compris, évidemment, vous connaissez le paysage qui est juste incroyable de l'ensemble d'offres de tech que vous avez sur ce sujet-là, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez quasiment tout faire aujourd'hui avec les outils à disposition sur le marché. Toute la question est jusqu'où vous allez, qu'est-ce que vous mettez en priorité et comment vous intégrez tout ça dans vos process actuels. Pour conclure, j'ai tenté ici, c'est une vision très personnelle, hein, mais qui me semble à peu près tenir la route, c'est qu'est-ce que c'est que l'expérience collaborateur? Pour moi, en fait, c'est le dernier stade, ou le troisième stade de la digitalisation des RH. C'est-à-dire que le premier stade, vous avez à gauche la question d'un axe de maturité RH, et puis en bas, un axe de niveau de digitalisation. Le premier stade, pour moi, c'est ce que j'appelle la digitalisation administrative.
c'est-à-dire celle qui est centrée sur fondamentalement l'automatisation des processus administratifs. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, ça commence par Excel, c'est essentiellement la paye, la gestion administrative, les reportings légaux que vous devez avoir, puis la GTA, et puis une première chose, une première brique qui est les self-services ou les portails qui permettent de décentraliser l'ensemble des actes de gestion administrative et évidemment de poser ses absences. Pour moi, ça, c'est la première pierre. Et donc là, l'idée, c'est évidemment de gagner en productivité et d'offrir des premiers services aux collaborateurs, mais qui sont essentiellement des services aujourd'hui qu'on peut considérer de base, de changer son RIB, de changer son adresse, de poser ses absences et de le faire à distance sans être obligé de passer par un service ad hoc. Donc ça, c'est le premier stade, la première étape, qui est la digitalisation administrative. Ensuite, la deuxième étape, c'est plutôt quelque chose qui est centré cette fois sur les besoins des RH et dont l'objectif est de digitaliser les process. Donc évidemment, ça a un impact direct sur l'expérience des collaborateurs quand vous êtes capable de dématérialiser un certain nombre de choses, les bulletins de paie, les signatures électroniques des contrats, etc. Sur le recrutement, c'est la même chose. Je vous ai donné l'aperçu très rapide de ce qu'on était capable de faire aujourd'hui, mais l'idée, c'est qu'on peut quasiment designer poste par poste, pas à pas, en mettant dedans ce qu'on a envie de mettre, de tests, de vidéos interviews, que sais-je, le parcours du candidat. Pour les formations, même chose. Là, l'idée, c'est qu'on peut personnaliser les choses de façon très pointue et commencer à créer les contenus en interne et plus simplement prendre du catalogue. Alors, ça peut être utile parfois, mais c'est aussi intéressant d'impliquer, vous l'avez compris, la génération digitale native aime pouvoir s'impliquer et être acteur des choses. Et donc, les impliquer, ça a évidemment un impact très fort sur leur perception. Tout ce qui est évaluation, là aussi, le dématérialiser et permettre un vrai jeu entre l'évaluation, le fait qu'on peut gérer les formations, les compétences et qu'on ait un cercle vertueux sur l'ensemble de la vie du collaborateur et des grands moments forts qui sont évidemment l'évaluation annuelle, mais pas que, hein, l'entretien professionnel en fait partie, l'expérience de formation, de mobilité interne, tout ça, c'est quelque chose qui est certes centré sur les besoins des RH, mais qui évidemment impacte directement le collaborateur. Et puis ensuite, il y a ce que j'appelle moi la vraie digitalisation de l'expérience collaborateur qui cette fois vise réellement le collaborateur. Et à mon avis, une fois que ces deux premières étapes ont été faites, vouloir commencer à viser l'expérience collaborateur directement, par exemple, en faisant des sondages, mais sans avoir réellement mis en place les premières briques, c'est prendre évidemment des risques assez forts et de mettre, j'ai envie de dire, la charrue avant les bœufs. Donc, quand on a fait les deux premières étapes, on peut vraiment commencer à cibler spécifiquement les aspects de besoins collaborateurs. Et donc là, c'est tous les aspects de plateformisation que je vous expliquais sur l'expérience formation, les aspects d'espérance de travail numérique. Et donc, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus, les éditeurs proposent le fait que vous n'allez pas être obligé d'aller dans l'outil d'évaluation annuelle ou dans l'outil de formation pour faire des choses, mais on va vous envoyer des notifications directement dans Slack, dans Teams, dans les outils qui sont vos outils de travail au quotidien. Parce que n'oublions pas que pour les RH, évidemment, tout ça, c'est des outils de travail quotidien. Par contre, pour un collaborateur, il ne va pas tous les jours aller regarder s'il y a un nouveau job. Il préfère qu'on lui pousse des choses qui sont adaptées à son profil. C'est à partir du moment où il a renseigné son dossier collaborateur, par exemple. S'il y a des formations auxquelles il peut prétendre, évidemment qu'on lui pousse dans ce qu'on appelle le flux de travail. C'est pour lui beaucoup plus intéressant. Et donc, c'est comme ça qu'on peut travailler l'expérience collaborateur. Et idéalement, on peut aller beaucoup plus loin après si on sait utiliser les données pour faire du prédictif et anticiper, y compris proposer des plans de succession ou des plans de carrière à des collaborateurs qui auraient exprimé leurs envies ou dont le parcours, qui aurait été analysé intelligemment par une intelligence artificielle, entre guillemets, pourrait traiter ces aspects-là auprès du collaborateur de façon assez différente et en tout cas ne pas interrompre son travail quotidien, mais en lui fournissant du contenu de façon pertinente.
Et ça, évidemment, quand on met en place ensuite des apps de coaching ou surtout de sondage pour mesurer régulièrement l'expérience justement qu'ont les collaborateurs de tous ces outils et comment ça s'inscrit et ça les aide à se développer, à mieux travailler et à sentir que ils sont au cœur de la stratégie de l'entreprise. Évidemment, c'est un complément nécessaire qui vous permet d'ajuster en permanence jusqu'où vous allez dans la digitalisation de l'expérience collaborateur. Et donc, il y a, pour résumer un peu tout ça, l'équation de l'expérience collaborateur, et je vais beaucoup insister sur le premier point, l'expérience collaborateur, vous l'avez compris, c'est des outils. Je renvoie à la définition de départ, c'est un ressenti et qui est relatif à chacun. Et donc, en fait, ce qui est très important, c'est la culture de l'entreprise, c'est-à-dire le fait qu'on soit capable de co-créer ensemble, qu'il y ait du sens dans le travail, qu'il y ait une sorte de bienveillance, qu'on travaille sur la coopération, sur l'intelligence collective. Tout ça, c'est pas digital. Les aspects digitaux sont des outils. Ce qui est important là, c'est que ça dépend fortement et très fortement de la culture d'une entreprise. Alors évidemment, il y a des technologies, c'est ce que j'ai essayé de vous exposer, excusez-moi, très rapidement, sur l'espace de travail numérique, sur le fait que le smartphone doit être quelque chose aujourd'hui, quasiment tout le monde a un smartphone ou presque, et ça, quels que soient les secteurs d'activité, hein, c'est pas réservé à, je sais pas moi, aux gens qui travaillent dans des startups technologiques, c'est de plus en plus répandu. Je travaillais pour un client dans le transport, par exemple, où ils sont déjà beaucoup digitalisés, le téléphone est déjà là, ou même dans certaines usines. Donc, il y a toute une série d'outils, par exemple les RPA, donc des processus qui permettent d'être automatisés et robotisés. Ça, c'est les technologies. Et puis après, ne l'oublions pas, on a vécu tous, quasiment, pour ceux qui ont pu en tout cas être dans cette situation 100% en télétravail, il y a des secteurs où ça n'a pas pu être le cas, mais l'espace physique, le lien social, la convivialité, les échanges informels, etc., etc., pour ceux qui ont été 100% en télétravail, on s'est bien rendu compte que il manquait quelque chose et que le lien humain, c'est pas neutre et ça participe évidemment fortement de l'expérience collaborateur. Donc tout ça, évidemment, c'est, excusez-moi, ce qui vous donne l'ensemble de ce que c'est que l'expérience collaborateur. Et donc j'insiste très lourdement sur les aspects culturels de chacune des entreprises, les technologies n'étant qu'un moyen. Alors certes, elles vous apportent beaucoup de choses, mais mettre en place des technologies sans que la stratégie de l'entreprise et la culture de l'entreprise soient en phase avec ça, donc c'est-à-dire qu'il faut évidemment, vous voyez où je veux en venir, gérer toute cette transition. Et je terminerai par ce petit dessin que j'aime beaucoup, mais qui est pour moi la conclusion fondamentale, c'est que l'expérience collaborateur, aller vers quelque chose où vous allez apporter une expérience collaborateur différente, différenciante, et qui fait que les gens vont être heureux de travailler dans l'entreprise, c'est d'abord et avant tout un changement culturel. Et donc j'aime beaucoup ce petit dessin qui est que, en tant que manager, je me demande parfois si la conduite du changement sous-entend obligatoirement un changement de conduite. Donc évidemment, la réponse est oui. Oui, la technologie peut vous apporter toute une série de choses. Il faut le faire dans un certain ordre. Donc il faut réfléchir à votre maturité RH et votre maturité digitale. C'est une sorte de schéma des 3 grandes étapes que je vous présentais. Et surtout, ne pas oublier la conduite du changement, parce que sans ça, c'est aller au désastre. Voilà, donc la dimension culturelle est fondamentale, et n'oubliez pas, la technologie peut parfois, via le marketing, vous présenter les choses comme étant simples et tout va se régler magiquement par la technologie. C'est pas vrai. C'est d'abord une stratégie RH, d'abord un changement culturel qu'il faut gérer, et ensuite simplement vous mettez les outils, et là vous pouvez mesurer pas à pas jusqu'où vous allez, qui est vraiment la stratégie que vous devez avoir en interne et la réflexion que vous devez avoir. J'en ai terminé pour cette présentation qui, j'en suis conscient,
été très dense et un peu rapide, mais j'avais envie de vous donner un peu un aperçu un peu général et global de l'ensemble de ça. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. Emmanuel? Eh bien, Karl Fabrice, je ne vois pas de questions dans le chat. Pas de questions. Bon. Le chat reste ouvert, donc ceux qui souhaitent poser des questions peuvent le faire. Est-ce que ça a été surpris par cette présentation? Est-ce qu'il y en a qui ont été surpris par cette façon d'envisager les choses ou est-ce que ça vous a semblé relativement classique, par exemple, pour ceux qui ont potentiellement envie de répondre? Non? Bon. Ok. Ben écoutez, puisque manifestement il n'y a pas pas de questions, je pense qu'on va s'arrêter là, à moins que, encore une fois, dans les quelques minutes qui restent, il y ait des gens qui ont envie de reprendre ces aspects-là. En tout cas, je pense que le point important, au-delà des aspects culturels sur lesquels j'ai lourdement insisté, c'est cette idée ici. Alors, Karl Fabrice, nous avons une question qui est la suivante. Auriez-vous une idée de comment ChatGPT pourrait intervenir dans notre domaine? Alors, ChatGPT, j'ai fait des tests, et je continue à en faire moi-même, notamment sur la dernière version qui est sortie. Alors, ChatGPT, ça peut avoir des impacts très différents. La première chose, vous avez peut-être lu ces derniers temps, il y a une sorte d'affolement un peu général, et de les gens de la tech qui disent, et y compris Monsieur Elon Musk, qui était à l'origine de OpenAI, qui est, euh, qui est l'outil, enfin, la structure qui a permis de créer ChatGPT. La semaine dernière, vous avez peut-être vu ça dans la presse, tout le monde appelle à attention, l'intelligence artificielle c'est dangereux, etc. Et de l'autre côté, vous avez des gens, des études qui sortent de grands cabinets internationaux que je ne nommerai pas et qui vous expliquent que vous avez 300 millions de postes qui sont potentiellement en danger dans les années qui viennent parce que ChatGPT va remplacer l'homme. Alors, je ne sais pas si vous avez fait des tests ou si la personne qui pose la question a fait des tests sur le sujet. ChatGPT, comment dire, ça va impacter d'abord les métiers en tant que tels, ça c'est sûr. Il y a des métiers qui vont être automatisés d'une certaine façon et à moyen terme, je dirais 4-5 ans probablement. Tout ce qui est répétitif va pouvoir être clairement automatisé. Mais je ne pense pas qu'il y ait comment dire, une sorte d'affolement à avoir par rapport à ça. Euh, je pense qu'au contraire, ces outils, loin de se dire attention, c'est dangereux, attention, la technologie, c'est le mal, au contraire, il faut apprendre à les maîtriser et je pense que euh, les intégrer intelligemment, vous voyez qu'il y a déjà des outils qui commencent à l'intégrer. Il y a des outils de recrutement, j'ai vu ça la semaine dernière quand on commençait à intégrer ChatGPT. Alors, l'intégrer en 2-3 mois, je ne sais pas trop, je n'ai pas encore la vue sur le sujet. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui va changer les métiers d'une part et qui va aussi probablement impacter directement l'expérience collaborateur, ça va de soi, dans son métier et dans les outils que vous allez pouvoir proposer. Maintenant, aujourd'hui, il faut être très prudent. Je vais pas, c'est un sujet en soi, hein, mais la façon, pour le dire très vite, une intelligence artificielle, c'est pas du tout intelligent. C'est juste, et là en plus, ChatGPT c'est très particulier, c'est en fait des aspects plus statistiques et de langage. Donc, toute la question est comment vous avez nourri l'intelligence artificielle en question. Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment c'était nourri, on ne sait pas comment les résultats sortent. Vous pouvez vous amuser à faire des tests, hein. Moi, j'ai fait des tests professionnels et personnels qui ont été professionnellement sur des choses simples, assez sympathiques, mais c'est assez basique. Après, la vraie question, c'est comment l'intégrer en interne, le faire travailler sur vos propres sources, comment vous pouvez le nourrir vous-même et en tirer quelque chose. Et là, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que d'utiliser le ChatGPT global. Et en plus, pour ceux qui auraient manipulé un peu ça, quand ChatGPT vous dit n'importe quoi, vous allez le corriger. Et en fait, vous travaillez pour ChatGPT. Or, le but du jeu, c'est quand même que ce soit ChatGPT qui travaille pour vous et pas l'inverse. Donc, prudence sur le sujet, non pas que ce soit un danger en tant que tel. Par contre, il faut étudier comment ça fonctionne, il faut comprendre comment ça marche, comprendre ses limites et
probablement le nourrir en interne avec vos propres données pour arriver à quelque chose qui soit pertinent et particulièrement dans les ressources humaines. C'est très difficile de vous répondre en 5 minutes parce que c'est vraiment un sujet très long. Mais voilà, donc prudence. Pour autant, il ne faut pas s'aveugler et se dire c'est un épiphénomène. Non, c'est une vague de fond qui va changer profondément nos façons de travailler, qui va changer profondément les métiers et qui évidemment va impacter, pour ce qui concerne notre sujet, les collaborateurs et évidemment les ressources humaines. Ça, c'est sûr. Nous n'avons plus de questions, Carl Fabrice. OK. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ça aura apporté un éclairage un peu différent par rapport à l'expérience collaborateur. Et puis, vous avez toujours un replay pour ceux qui n'ont pas pu assister ou si vous avez envie de le revoir. Je vous remercie tous et puis je vous souhaite une bonne journée.